Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur les essais caméra. Aujourd'hui, nos essais caméra, c'est la grosse config. Alors, il y a eu plein de demandes sur plein de caméras différentes. On avait de l'Alexa Mini 35, LF, Venice 2... Et on est parti sur de la Venice 2, voilà. On est parti sur la bonne petite Venice 2 des familles, puisque c'est la caméra qu'elle vend en poupe en ce moment. Capteur full frame, 8,6K, une image... attendez, par terre, des optiques anamorphiques, une belle télécommande, une unité de mesure de distance en ultrasons, voilà. Une config bien sympa, j'ai bien conscience que la plupart d'entre vous n'utiliseront pas ce genre de config, mais j'ai la sensation que ça peut vous intéresser de savoir qu'est-ce qu'il y a dans une config de long métrage. Je vais me rendre sur le banc test et je vais procéder aux essais caméra. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà monter un pied. Alors c'est une grosse tête, qu'on prend évidemment, c'est pas du Sachtler Ace. On est sur de la Maxima 30 de chez Cartoni. Je crois que je pourrais même m'asseoir dessus et on pourrait cadrer avec l'opérateur assis sur la tête. Ce ne sera pas forcément très confort, mais il y aurait des points de style. J'ai monté ma VCT dessus et mon épaulière sous la caméra. Et je vais commencer à assembler maintenant ma caméra. Donc assurez-vous quand même que tous les serrages soient bien serrés sur votre pied. Enfin bon, c'est évident, mais ça évite les accidents. Je récupère tous les câbles qu'il faut, la câblerie, je vérifie que tout se branche bien. Faites attention quand vous branchez ces petits Lemo là, avec énormément de petits picots, de ne pas tourner le Lemo à l'intérieur de la prise pour essayer de trouver le bon enclenchement. Essayez de viser directement le point rouge de manière à les rentrer en une fois. On a vu trop souvent, et surtout chez les Alexa Mini, des câbles qui se retrouvent avec des picots qui sont tout tordus et inutilisables. Et un câble comme ça, ça vaut très cher. On m'a vu mettre la Hot Swap, qui est une petite batterie intermédiaire que je mets juste avant la batterie et qui prend la relève de la batterie principale quand celle-ci est vide et qui laisse le temps de pouvoir changer la batterie sans éteindre la caméra. Ensuite, je vais noter toutes mes cartes. Voilà, A, B, C, D, etc. Ce qui me permettra de pouvoir avoir un suivi beaucoup plus précis au niveau des dérochages. Et ensuite, je lance le formatage de chacune de ces cartes. Donc c'est important de penser à ça, puisque sur ce genre de caméra, on ne peut pas effacer rush par rush. Voilà, on doit effacer l'intégralité des cartes. Donc si j'ai pas formaté correctement ma carte, je peux me retrouver en galère avec une carte qui est déjà remplie des rushs de quelqu'un d'autre, sans avoir la possibilité de les effacer un par un et de devoir effacer l'intégralité de ma carte. Et donc ça peut évidemment me bloquer dès le début de ma journée de tournage. Ensuite, je vais monter une optique dessus. Donc là, on est sur une optique en monture PL. C'est de l'anamorphique, c'est un Orion anamorphique. Je vais mettre sur le dessus de ma caméra une petite tête small rig, vous voyez, qui a cette accroche Harry qui est dotée d'un pas au 3/8 et de 2 picots qui empêchent la tête de tourner sur elle-même. Ce genre de multi-tool, dont le lien est dans la description, est vraiment beaucoup plus utile que les Laserman sur les tournages. Ensuite, je vais monter le moniteur. Et pour monter le moniteur, je vais utiliser ce qu'on appelle un ciné-lock. C'est une sorte de petite interface avec une semelle et une contre-semelle toute petite, qui elle aussi bénéficie de ces petits picots pour les accroches Harry, et qui me permettra de pouvoir accrocher et décrocher mon moniteur très rapidement, sans avoir besoin de visser ou dévisser quoi que ce soit. Donc je mets mes petits adaptateurs. Comme je le fais au moment des essais, je me rends compte que j'ai pas mal de choses qui me gênent, notamment sur cette partie-là, il faut que je retire les picots. Et il faut que je change les vis. Alors on ne voit pas les changer, mais j'ai dû changer, mettre des vis plus courtes, etc. Et c'est le genre de choses que je vois uniquement que pendant mes essais. Et là vous voyez avec quelle facilité je peux mettre mon écran. Et grâce à la tête, je peux l'incliner et le tourner sans problème. Je gère ma tension et je peux venir le brancher. Et si jamais j'ai besoin de déplacer mon moniteur, je pourrais mettre un autre ciné-lock à un autre endroit, comme sur une épaulière par exemple, de manière à pouvoir repositionner mon moniteur juste en 1 seconde et demie. Je ne vais pas forcément tout de suite me prendre la tête avec du cable management, je vais déjà tout brancher, m'assurer que tout fonctionne et après seulement je ferai mon cable management. Évidemment, on ne fait pas le cable management dès le début parce que si on a besoin de changer un câble qui ne fonctionne pas, on aura perdu énormément de temps à faire le cable management et à le défaire pour pouvoir remplacer notre câble. Je vais utiliser cette petite triplette d'étapes.
Ici à Puzzle, on a nos câbles qui sont tous checkés, qui sont donnés après dans des pochettes plastiques. Donc je sais que si c'est dans une pochette plastique, ça a été checké et que c'est fonctionnel. Le câble qu'on m'a donné est légèrement trop court. Alors il pourrait fonctionner, mais je pourrais pas articuler mon moniteur comme je veux. Bah, du coup, je vais prendre un câble un petit peu plus long et je prends des câbles extrêmement fins. Vous voyez, c'est pas des très gros câbles SDI. Notez que je pourrais en prendre quand même, hein, mais je préfère ces petits câbles là. C'est beaucoup plus facile à manager sur la configuration. Maintenant, je vais commencer à régler la caméra. Donc j'ai mon moniteur qui fonctionne bien et je vais enclencher le mode 8,6K en 3:2. Et je vais régler mon amorphose à x2. Donc là sur le moniteur, évidemment, je vignette énormément puisque ces optiques-là ne sont pas faites pour le full frame et le 8,6K est du full frame. Donc je vais utiliser un adaptateur spécial développé par Atlas qui va me permettre de pouvoir transformer mon optique Super 35 en optique full frame. Ce faisant, je vais perdre un diaph. Donc je vais multiplier la valeur de mon 32 mm par 1,4 avec l'anamorphose. Ça me fait un 44 mm sur la hauteur, mais ça me fait un 22 mm sur la largeur, vu qu'on est 2 fois plus large que haut grâce à l'anamorphose. Donc maintenant je vais rentrer dans les réglages de la caméra et je vais importer la lutte qui m'a été donnée par le chef-op ou que moi-même j'ai pu faire en amont. Donc c'est une lutte Kodak en l'occurrence là que j'ai choisie. Elle s'importe via une carte SD, je m'assure que ça marche bien, qu'elle s'importe correctement. Le fait de pouvoir la mettre à l'intérieur de la caméra me permet de pouvoir le sortir sur des moniteurs qui ne peuvent pas gérer en interne des luttes. Et maintenant je vais lancer un rec, je vais laisser la caméra tourner le rec pendant un petit moment. Je vais maintenant continuer mon montage, notamment sur cette roulante, et accrocher d'autres moniteurs. Donc là j'ai choisi un Sony 17 pouces. Au pied du moniteur je mets une batterie 220 volts, EcoFlow 1300 Wh, qui va me permettre de pouvoir tenir, je pense, une bonne journée de tournage avec tout ce qu'on va lui mettre, c'est-à-dire des écrans, des chargeurs, le téléphone du réal, bien entendu. Je fais un petit cable management rapide, sans trop me prendre la tête. Je prépare mes Indy7 RX, donc ce sont des moniteurs avec un récepteur Teradek intégré, très pratique. Vous pouvez voir, ils ont les sangles, les poignets, c'est le genre de choses qu'on peut donner au chef-op, à la script ou surtout au réal, de manière à ce qu'ils aient une unité qui soit autonome, il n'y a qu'une seule batterie à changer, il n'y a pas de câble dans tous les sens. Et là, je vais lancer les appareillages, que ce soit sur les Indy7 RX, mais également sur le récepteur Teradek pour le gros moniteur 17 pouces. Alors vous avez sûrement remarqué que je n'avais pas d'émetteur sur la caméra, tout simplement parce que j'utilise le Ultra 5 TX, donc transmetteur de Small HD, et ce petit moniteur que j'ai installé tout à l'heure, c'est lui qui fait office d'émetteur pour tous mes récepteurs. Et là je me rends compte que j'ai un problème avec le Indy7 RX, il n'a pas la même colorimétrie que les autres moniteurs. Du coup j'appelle un technicien, en l'occurrence Yoji. Donc lui derrière va faire tourner un petit logiciel avec une sonde et recalibrer proprement l'écran. Maintenant je vais mettre le follow focus, donc on a un 6 Pro, C-Motion. Pour ça on a un moteur C-Force Mini RF. Donc vous voyez la petite antenne. Alors il y a les C-Force Mini normaux qui n'ont pas la petite antenne. La petite antenne permet de se passer de récepteur. Souvent le récepteur est un boîtier sur le côté ou alors directement inclus dans la caméra, comme par exemple chez les caméras Arri. Là, je prends le petit moteur, je le mets sur la bague de pointe, du coup, je le règle en focus. Et là, maintenant, tout va se passer dans la télécommande. Il y a 3 grosses télécommandes qui sont utilisées sur les tournages. On a les WCU4 de chez Arri, on a les HI5 de chez Arri, qui sont l'amélioration de la WCU4. Et puis, on a les XC Pro de C-Motion, qui sont un peu moins utilisés, mais toujours très utilisés dans le milieu pro. Une fois que j'ai fait mon appareillage, je vais lancer la calibration. Je m'assure, c'est une vieille habitude que j'ai pris, mais je maintiens une petite pression entre le moteur et l'optique. Ça évite de décranter pendant les calibrages. C'est pas nécessaire, surtout sur cette config. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est une vieille habitude que j'ai prise.
Et maintenant, je vais rentrer le nom de mon objectif, donc l'Orion 32 mm, dans la télécommande, puisque je vais le mapper. Le mapper, c'est-à-dire que je vais rentrer dans la télécommande la position de chacune de ces marques. Et lorsque je ferai le point, je vais pouvoir voir sur le petit moniteur en bas de ma télécommande à quelle marque je me trouve sans avoir besoin de regarder mon objectif. La plupart du temps, les opérateurs, surtout en France, pointent en utilisant les pieds. Même si c'est plus pratique d'utiliser les mains pour pointer, quand même. Mais non, celle-là est excellente. Ils utilisent les pieds, voilà, ils n'utilisent pas les mètres. Donc les optiques sont en pied, très souvent en France, ce qui n'est pas le cas dans toute l'Europe d'ailleurs. Une fois que j'ai rentré toutes mes marques sur cette optique, et je le ferai sur toutes les optiques de la série bien entendu, je vais me mettre maintenant à 4 pieds de ma mire pour pouvoir commencer mon test de calibration. Donc là je suis à 4 pieds, pas de problème. Comme ma hot swap est en train de clignoter, elle m'indique que ma batterie est vide. C'est le moment de changer ma batterie. Voilà. Si vous vous rendez compte que votre carte est pleine à ce moment-là, c'est le moment de vérifier sur l'ordinateur que la carte est pleine, que vous pouvez la lire, la décharger, et puis vous allez la reformater et la ranger bien soigneusement. Maintenant, je vais vérifier que j'ai le point à 4 pieds. Alors, la zone de netteté commence un petit peu avant 4 pieds et poursuit un petit peu après 4 pieds. Et là, c'est bon, l'optique est bien calée. Il se trouve que j'ai le 100 mm qui n'était pas calé. Alors j'appelle Yoji, je dis hey, Yoji, tu pourrais me caler le 100 mm? Voilà, évidemment, il le prend, il part derrière sur notre petit banc et il va le caler. Alors en vrai, elle était calée l'optique, mais comme j'avais besoin de vous montrer comment ça se passait quand une optique n'était pas calée, voilà, je lui ai donné. Cette matbox que je mets est une matbox très connue, c'est la matbox ARRI LMB45. Elle a la particularité de pouvoir orienter ses filtres vers le haut ou vers le bas pour éliminer les effets de ghost. Donc c'est les effets de réflexion en interne des filtres. La lumière des fois bounce entre les filtres. Ça se voit et ça fait comme des flares fixes dans votre image. Et le fait de pouvoir bouger les filtres en haut vers le bas, de pouvoir les tilter, ça élimine ce problème. C'est pas tous les matbox qui proposent ça, c'est vraiment la LMB, qui est une super matbox qui permet de pouvoir être sur tige de 19, sur tige de 15, ou alors d'être très légère en clip-on, carrément. L'optique revient, Yoji me dit mais elle était calée ton optique, j'ai pas eu de problème avec, et il reste avec moi, et c'est toujours bien qu'il reste, parce que je vais vérifier l'optique avec lui, et là, moi, je sais déjà que l'optique est bien. Je lui dis bravo, beau boulot. Ça, c'est Alejandro. Alejandro m'apporte des poignets qui n'étaient pas dispo au début des essais. Alors, ça arrive très fréquemment qu'au moment des essais, le matin, tout le matériel ne soit pas disponible. Bien sûr, il était peut-être en location la veille. Donc, dès que c'est dispo, tac, on l'amène. Ce sont des poignets Shape. Les poignets Shape, c'est deux des poignets qui sont les plus utilisés sur les tournages. Les premières étant, en tout cas en France, les poignets bleus, qui sont des poignets qui fonctionnent avec des rosettes ARRI et des papillons. Ça fonctionne exactement dans les mêmes articulations que les poignets Shape. On peut les articuler un peu dans tous les sens. Mais le fait de devoir les visser et dévisser fait perdre un petit peu de temps. Les poignets Shape, simplement en appuyant sur le bouton sur le côté, nous permet de pouvoir les repositionner très rapidement. Certains n'aiment pas ça parce qu'en fonction de comment est-ce qu'on attrape la caméra par les poignets, des fois la poignée tourne puisqu'on appuie sur le bouton avec la paume de la main et ça donne une prise un petit peu incertaine. Maintenant, je vais installer l'UDM. L'UDM, c'est un radar qui est beaucoup utilisé sur les tournages. C'est un radar à ultrasons, donc il envoie un son et un petit peu à la manière d'un sonar et il écoute à quelle vitesse ce son revient et en fonction de ça, il apprécie la distance. Ce radar fonctionne avec ce petit boîtier L-Cube. Et là, il faut faire attention au cable management, il y a beaucoup de câbles qui rentrent et qui sortent d'ici. Notamment ce petit écran qui va me permettre de pouvoir calibrer la distance du plan film. C'est-à-dire que j'ai mis le sonar un petit peu à la distance que je voulais. Maintenant, il va falloir que je lui dise à quelle distance il est censé se trouver par rapport à mon plan film. On a vu tout à l'heure que j'étais à 4 pieds, du coup je me règle à 4 pieds. Et regardez, maintenant, dès que quelque chose passe devant ce sonar, il m'indique à quelle distance il est. Et quand je voudrais faire mon point, j'aurais juste à regarder cette distance-là et à la reporter avec précision sur ma télécommande, puisque je vous rappelle qu'on a mappé toutes nos optiques. Donc j'ai 2 pieds qui s'affichent sur le petit écran, je devrais me mettre du coup
à 2 pieds sur ma télécommande. Je finis de tout brancher proprement. Et maintenant, c'est le moment de pouvoir tester la caméra sur l'épaule et de vérifier un petit peu l'équilibrage. On peut voir que grâce à la VCT, je peux sortir rapidement ma caméra et j'ai pas de semelle ou de contre-semelle à enlever, visser ou dévisser. J'ai directement ma crosse épaule. Et là, j'ai pas beaucoup de poids à l'arrière. On peut voir que tout le poids est vraiment basé à l'avant. L'optique, la matbox, il y a beaucoup de poids à l'avant et quasiment rien à l'arrière. Du coup, je vais changer de batterie hot swap. Au lieu d'utiliser la hot swap qui est une petite batterie intégrée, je vais utiliser une hot swap qui n'a pas de batterie, mais qui a 2 plaques V-Lock, ce qui me permettra de pouvoir mettre 2 batteries V-Lock, et donc de tenir 2 fois plus longtemps, mais surtout d'avoir davantage de poids à l'arrière. Et ça peut être un peu contre-intuitif de se dire « Ah tiens, ma caméra est trop lourde à l'avant », du coup je vais l'alourdir encore et mettre du poids à l'arrière. Mais je vous assure que la caméra, plus elle est lourde, meilleure est son inertie, donc moins vous allez trembler. Et puis, plus facilement, vous allez pouvoir aussi répartir son poids. Donc évidemment, si tout le poids est à l'avant, vous allez être un petit peu battu. Mais là, avec plein de poids à l'arrière, la caméra s'assoit parfaitement sur mon épaule et je peux tenir tout d'une seule main. Cet accessoire est un accessoire que j'aime beaucoup, c'est le Cine Saddle. Il y a 2 accessoires comme ça qui sont beaucoup utilisés pour les personnes qui cadrent à l'épaule. C'est le Cine Saddle, mais surtout la bouée. La bouée qui est une sorte de Cine Saddle qui s'accroche un petit peu comme un sac à dos, mais qui fait comme le Cine Saddle tout le tour. La bouée, qui est aussi une fabrication française, s'accroche à la manière d'un sac à dos ou d'un sac besace qui ferait tout le tour de votre taille et sur lequel vous pouvez venir poser vos 2 coudes. Le Cine Saddle, vous pouvez le poser que sur un seul côté, mais vous pouvez l'utiliser également comme d'un pouf ou d'un sac pour faire une base assez basse, pour filmer en débulé, proche du sol, en contre-plongée, très très proche du sol par exemple, tout simplement pour poser votre caméra sans qu'elle s'abîme. Si vous êtes sur un sol un petit peu caouteux ou boueux. Maintenant, je vais commencer à faire mes étiquetages. Pour mes étiquetages, je note toutes mes batteries, le numéro de la batterie sur le nombre de batteries, qui me permettra quand j'ai fini la batterie numéro 1 sur 12 d'aller chercher la batterie 2 sur 12, puis après la 3 sur 12 et ainsi de suite, et de savoir combien j'ai de batteries restant encore. Donc je respecte bien cet ordre. Je fais la même chose sur les cartes, je mets mes petits gaffeurs et au moment où je sortirai mes cartes, je pourrai mettre les gaffeurs sur ces cartes-là, de manière à ne pas les utiliser sur la caméra et que la personne qui s'occupe de la gestion des rushs, donc le DIT, puisse savoir quelle carte est à décharger. Et ensuite, je vais déséquiper à minima ma caméra et la mettre au maximum dans un cercueil. Ça vous permettra de gagner énormément de temps le premier jour de votre tournage. À la première heure, vous sortez la caméra, vous mettez une batterie dessus et c'est bon. Voilà, donc cette vidéo est la 3e de la série. Vous avez pu voir que, quelle que soit la taille de la config, il y a toujours une méthodologie à respecter. Il faut être rigoureux. La rigueur, c'est le maître mot, pour vous assurer qu'au moment du tournage, vous allez limiter au maximum les problèmes et les pertes de temps. Bien sûr, les problèmes arrivent. Vous allez en avoir, ça ne sert à rien de se le cacher, pas sur tous vos tournages, mais le plus vous serez préparé et blindé, et le moins vous aurez de problèmes au moment du tournage. Parce que peu importe la caméra que vous utilisez, que ce soit un A7S, une FX3, une Venice 2, une Alexa 35, des optiques anamorphiques ou pas, peu importe, il faut que la caméra fonctionne, que les batteries soient chargées, que les cartes soient vides, que tous les câbles soient là, qu'il n'y ait pas de griffures sur les objets, que voilà, tout fonctionne relativement bien. Donc, checkez tout à fond, vérifiez bien votre liste, que ce soit au moment de vos tests, mais au moment aussi du départ. Et puis après, tout devrait bien se passer. Vous allez limiter le nombre de problèmes techniques que vous allez avoir. Cette série de 3 vidéos est finie. On va relancer d'autres vidéos. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on aborde dans nos prochaines vidéos, allez-y, l'espace commentaire est pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!